La première chose que je veux vous dire ou vous redire, pour ceux qui m'ont déjà entendu sur le sujet, c'est que le premier attrait de ça, c'est la compréhension immédiate du projet. Ça va très loin. Alors ça va jouer évidemment sur toutes les phases du chantier, mais ça va jouer sur tous les acteurs. On découvre l'effet magique de la maquette pour, régler le problème de communication et de compréhension et d'intelligibilité, y compris avec notamment des copropriétés, un sujet qui m'occupe pas mal, sur lequel on a en face de soi des gens qui sont pleins de bonne volonté, mais qui ne sont absolument pas néophytes et à qui on ne peut pas demander de lire un bâtiment, de lire une coupe et de lire un plan. Et deux, on a réussi, grâce à la maquette, ce côté magique d'éviter tout ce temps perdu, y compris là pour des professionnels, à décortiquer et comprendre spatialement un projet, éviter les risques de ressaisie et d'erreur de saisie. Donc on réduit le temps. Et vous allez tous découvrir en vous y mettant que le BIM, c'est avant tout quelque chose de ludique, quelque chose d'agréable, qui amène de la compréhension partagée et donc de la confiance. On est en train de réhabiliter la tour Super Montparnasse, qui n'est pas la tour Montparnasse, hein, c'est un IGH d'habitation. Et c'est vrai que pour embarquer sur un projet, un conseil syndical, une copropriété, leur expliquer le pourquoi ici, tel sujet, la corbeille, comment on va faire, le traitement, les allèges obliques. Donc c'est un outil qui a permis, avant le chantier, une compréhension des enjeux. Il y a 273 logements, donc ça faisait du monde. Eh bien, avec cette maquette numérique, vous voyez, il y a des choses ici, les fenêtres, elles n'ont pas toutes la même couleur, il y a des choses, il y a des inscriptions, 30 dB, 35 dBA, etc. On avait bien compris que pour eux, il y avait un enjeu, c'était de pouvoir que chaque habitant puisse personnaliser sa fenêtre, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il y en a qui voulaient des ouvrants à la française, coulissants, oscillobattants. Il y en a qui voulaient de la couleur. Donc on a opté pour 3 types de couleurs à l'intérieur. Et puis il y avait 2 types d'affaiblissement acoustique qu'on a proposés. Voilà, on sait que cette fenêtre-là, elle a telle caractéristique, c'est monsieur machin. Donc vous voyez, l'intérêt déjà en phase chantier, c'est qu'on va consigner tout ce que l'on fait au fur et à mesure des prises de décision. L'entreprise, elle également, elle a trouvé son bonheur là-dedans parce que, d'abord, on a pu sortir des métrés qui étaient fiables, dont elle a bénéficié au moment de l'appel d'offres. Ensuite, elle a eu la main sur la maquette pour elle-même consulter, vérifier des quantités et consulter ses corps d'état séparés. C'était assez complexe. La maquette a permis d'expliquer à tout le monde le pourquoi du comment, faire des calculs thermiques avec ArchiWizard, qui venait piquer des éléments et faire des calculs. Cette transparence qu'apporte la maquette génère de la confiance. La transparence et de la confiance, ça débouche sur de la garantie de performance très facilement. C'est qu'est-ce qu'on peut tirer de cette maquette? Qu'est-ce qu'on peut lui faire à l'agence, dès demain? Des petites choses toutes simples. Vous mettez votre PLU en 3D. Ça va vous prendre un quart d'heure. Mais vous installerez de la confiance entre vous, le maître d'ouvrage, le service instructeur, parce que vous allez voir, et puis vous savez qu'une affaire, ça met 5 ou 6 ans toujours, donc il y a un moment où ça se referme, ça s'arrête, les collaborateurs ont changé, le PLU a changé, au moins vous gardez les bases, les traces du projet. Garantie de performance à tous les étages, là je suis au niveau d'une faisabilité. Ça peut être de la réhab, hein, le sujet c'était le chantier. Mais les chiffres sont inscrits à droite, c'est pas moi qui les ai inscrits dans un tableur. Ils sont directement issus du dessin. Alors on peut critiquer le dessin, mais je veux dire, voilà, je garantis la performance des sommes et des chiffres que je donne. On pense, c'est pas fait encore, parce que je vous dis, pour l'instant c'est un jeu solitaire, hein, le chantier. Je veux dire, il n'y a pas une entreprise qui sait le faire, quelquefois un petit artisan y arrive. Mais donc je pense qu'on va représenter les projets différemment. Moins de blabla, plus de dessins. Parce que les tablettes sont sur les chantiers de plus en plus. Cliquera au moment où il doit lisser la chape, il ne sait pas trop, où on embarquera tous les carnets de chantier de l'agence qualité construction. Donc il faut penser à ça, une nouvelle façon de représenter, d'ailleurs à l'ancienne, parce qu'à l'ancienne, quand on voit les plans qui étaient dessinés dans les années 50, 60, ils étaient très renseignés avec moult détails. Non, le vrai grand sujet, c'est le modèle économique de la maquette numérique.
Comme les maîtres d'ouvrage ne seront pas assez généreux, et d'ailleurs ils ne vous ont pas augmenté quand vous êtes passé au traitement de texte, or ça coûtait cher un logiciel de traitement de texte, ils vont tout faire pour avoir ça gratos. Le tout, c'est de ne pas la donner si ce n'est pas dans le contrat. Mais l'utiliser pour la phase chantier et conception, comme vous allez faire des économies avec, et que c'est de l'intelligence en barre, puisque c'est l'ingénierie concurrente, il faut le faire. C'est ça qui réduira les sinistres. Par contre, après, ce que vous pouvez discuter et monnayer, c'est effectivement la remise au maître d'ouvrage de cette maquette. Donc je pense que l'assureur, il a un rôle à jouer. Alors je sais que l'assureur va nous dire, oui mais attendez, vous me dites que ça produit de la qualité et que ça va éviter les sinistres. Oui, je le jure même. Mais il va dire, ok, ben on va attendre 10 ans pour voir si c'est vrai. Et puis si c'est vrai, ben on baissera les primes. Or, c'est maintenant qu'il faudrait faire cet acte intelligent d'avance à l'allumage pour installer les acteurs dans un cercle vertueux. Alors, j'ai pris comme exemple, donc, pour illustrer notre utilisation du BIM et le management que l'on met en œuvre aujourd'hui à l'agence, le Limmatspital à Zurich, qui est un hôpital de 48 000 m², qui compte 230 lits pour un montant de travaux de 140 millions et qui, normalement, devrait être livré en 2018. Nous sommes dans un contexte là véritablement collaboratif. Tout à l'heure, Olivier parlait de niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Là, je dirais qu'on se situe dans un niveau 2,5 parce qu'on va avoir certains acteurs qui utilisent le même outil et qui vont donc pouvoir partager une même maquette numérique, et d'autres qui sont avec leurs outils BIM propres et qui vont utiliser notamment les IFC pour pouvoir collaborer et participer à ce processus collaboratif. Donc les ambitions qui ont été présentées par le maître d'ouvrage au démarrage du projet ont été assez modestes. D'une part, la gestion du programme, le fait de pouvoir contrôler ce programme lors des différentes phases du projet, et éventuellement d'obtenir au terme de la construction une maquette numérique qui pourrait servir de gestion pour la maintenance et l'exploitation du bâtiment. Le maître d'ouvrage nous remet donc le programme de l'hôpital sous forme d'un fichier Excel. Et ce programme est décomposé en bâtiments, pôles, services, secteurs et entités fonctionnelles, c'est-à-dire les différents locaux qui vont être répétés X fois dans le projet que nous allons réaliser. Donc nous avons développé à l'agence Brunet-Saunier, en collaboration avec un économiste, une procédure qui va nous permettre en fait de créer un lien bidirectionnel entre cette base de données, qui là en l'occurrence est une base de données Excel, et la maquette numérique elle-même. Alors dans le domaine hospitalier, nous sommes amenés à fournir et à présenter des fiches CIFAS. Voilà un exemple. Donc toutes les informations que nous avons intégrées précédemment se retrouvent ici. Le fait d'avoir créé un lien avec une base de données externe permet aux différents acteurs que vous voyez sur la droite d'enrichir la base de données, et nous allons pouvoir créer ces fiches dans la maquette numérique et créer toutes les informations dans une étiquette et afficher les informations spécifiques au local. Alors sur le projet de Zurich, nous avons mis en place une plateforme collaborative. Il se trouve que les deux bureaux d'architectes et l'entreprise travaillent sur le même outil, en l'occurrence Revit. Donc nous avons mis en place une plateforme qui s'appelle Revit Server. Nous travaillons donc tous sur la même maquette numérique, c'est-à-dire l'architecte, les deux architectes et l'entreprise. L'entreprise a un accès sur la maquette numérique et peut effectuer un certain nombre de tâches que l'on a définies auparavant. Et nous avons mis en place donc une modélisation adaptée à ce travail collaboratif, notamment en ce qui concerne les murs multicouches. Pour ce projet, nous avons complètement isolé la partie structurelle, qui peut être donc envoyée directement au bureau d'études structure. Nous avons mis en place donc un réseau social d'entreprise qui s'appelle Yammer. C'est un réseau social qui va nous permettre de créer un groupe
spécifique dédié à ce projet. Et tous les différents participants à ce groupe vont pouvoir échanger en temps réel. On peut y intégrer des PDF, on peut y intégrer des fichiers Excel. Et ça permet donc une communication beaucoup plus facilitée. Moi, j'ai des questions par rapport au format IFC d'échange. Est-ce que ce format est fixe et est-ce qu'il est vraiment uniforme pour l'échange ? C'est un format qui est devenu un format ISO depuis 1 an ou 2, donc qui est un format neutre, indépendant, non propriétaire, qui connaît différentes évolutions de normes, 2X3, 2X4 et une version 4 qui est en train de sortir. Dans ma pratique actuelle, je dis qu'IFC, ça veut dire qu'il faut contrôler. Le format me paraît suffisamment fiable, comme à d'autres, pour être utilisé tous les jours ou presque au quotidien, mais pas les yeux fermés. Il ne transporte pas toutes les informations. Il y a parfois un oubli ou un bug. On s'en sert pour le moment uniquement pour la synthèse 3D, dans des outils comme Navisworks. C'est un objet qui va rester tel qu'il a été créé dans l'outil natif. Ça nous arrive d'importer des IFC, on travaille beaucoup avec, mais on ne modifie pas l'objet. Quel est votre retour d'expérience du BIM adapté à la spécificité du bâtiment, du patrimoine et des monuments historiques ? La saisie sera peut-être plus méticuleuse que si c'est une de nos belles barres HLM. Ça prendra plus de temps, plus d'heures. Mais ça permettra à celui qui saisit de bien comprendre la logique constructive. C'est pour ça que je dis que l'abîme ne fait pas le moine et qu'il faut derrière la machine quelqu'un qui ait l'intelligence bâtiment, qui soit allé sur place, qui ait fait des bons relevés, qui sache distinguer un refend d'un poteau, d'un remplissage brique ou d'un truc porteur. Et après, il n'y a pas de plus de difficultés. Moi, je fais pas mal de réhabilitation sur ce type d'immeuble sans que ce soit pour autant des monuments historiques. On les traite de la même façon, avec une intelligence, je dirais, de base, permettant de tirer parti de cette maquette. Parce que si on fait qu'une belle façade, puis derrière, c'est bon, voilà. Il n'y a pas d'exclusion dans l'intérêt du BIM, ni pour les petits projets, ni pour les gros, quelle que soit la nature. Donc je voulais poser une question sur l'organisation des phases. Bon, on la connaît classiquement, la PS, la PD, et le temps qu'on associe aujourd'hui à ces phases, et les honoraires qui vont avec. Est-ce que ça redéfinit les honoraires ? Quel est votre retour d'expérience sur le sujet ? Une fois passé la courbe d'apprentissage, je raisonne pour la masse de la profession, je suis à peu près convaincu que ça va effectivement générer de l'économie et de la précision. Alors soit on a une vision angélique et on se dit ouais, les maîtres d'ouvrage, eh ben, c'est bien, ils vont donner plus d'honoraires, ils vont comprendre et tout se passera bien. J'y crois pas une seule seconde. On va tout faire pour. Par contre, il y a une chose sur laquelle ils sont d'accord, c'est la révision sur le principe du cadencement des honoraires. Donc c'est un travail qui est en route. Il faudra après le vendre aux maîtres d'ouvrage, mais sur le principe, ils semblent être d'accord pour revoir le séquencement, donner plus de moyens plus tôt, de façon à ce que les architectes n'aient pas à freiner en disant « mais j'ai pas les moyens de ». Donc il y a aussi de l'espoir. Et c'est vrai que je pense que c'est, pour les architectes en tout cas, quelque chose qu'ils doivent regarder très sérieusement parce que leur avenir n'est pas assuré dans le contexte actuel.